Les éditions Pawpaw fêtent leurs 10 ans en 2020, un 10 ans dans un contexte fort particulier avec la pandémie de COVID, l'absence de rassemblement. Ben, il n'y a pas eu de grands 5 à 7, de grands rassemblements, de grandes fêtes. Malheureusement, ce sera partie remise, mais c'est pas parce qu'on n'a pas pu le fêter physiquement qu'il faut pas en parler et revenir justement sur l'histoire et l'évolution sur 10 ans de cet éditeur québécois. Alors, pour en jaser avec nous, ben, je suis en compagnie du fondateur et éditeur des éditions Pawpaw, Luc Bossé. Bonjour. Allô? Alors, ben d'emblée, en fait, on s'en rappelle, l'histoire des éditions Pawpaw remonte en, si je ne me trompe pas, novembre 2010, avec le lancement de 2 titres. Donc, il y avait un peu lancé la maison d'édition. Vous aviez choisi Apnée de Sviane et Yves Leroy de la Cruz, donc le premier tome de cette série. Et on s'était lancé à l'époque avec 2 styles, 2 titres assez différents, là, autant dans le style que dans l'esprit. Ouais, puis c'était bien de commencer comme ça parce que justement, ça nous enfermait pas dans un style. Au contraire, ça affichait les couleurs qu'on pouvait aller dans des côtés complètement opposés, même s'il y avait une parenté entre les deux, peut-être graphique ou je sais pas quoi, là, mais quand tu dis en plus, juste, tu disais, on avait choisi Apnée. J'ai l'impression qu'Apnée a choisi par rapport plus que ça, plus que d'autres choses, parce qu'au début, on n'était pas en position de choisir quoi que ce soit, là. C'était plus des coups de chance ou des événements heureux de personnes qui se présentent sur notre chemin. Et qu'est-ce qui avait amené peut-être le choix justement de se lancer en novembre avec une maison d'édition? Bon, parce que Luc, dans le fond, toi, tu faisais de l'édition plus côté fanzine, auto-édition un peu avant et tu as choisi à un moment donné de passer à une structure plus formelle d'édition, plus classique d'édition. Ouais, ben, étant graphiste de formation, puis j'ai travaillé 10 ans dans le milieu de la pub en tant que graphiste, directeur artistique, euh, puis quand tu es graphiste, tu travailles pour d'autres clients, puis à un moment donné, vers la fin, j'avais commencé mon blog de bande dessinée, puis je voulais dessiner plus, prendre plus, que ça occupe plus de temps, puis de quelle façon je pouvais le faire. Donc, le graphiste en moi voulait être son propre client, puis d'être son propre client, c'est-à-dire faire ce que tu veux, carte blanche, faire des livres, c'était combiner deux mondes qui étaient vraiment passionnants pour moi. Euh, mais c'était fait un peu naïvement, sans trop savoir dans quoi je m'embarquais, puis ça a parti, ouais, c'est ça, ça a dérapé, on pourrait dire. Et dans le fond, est-ce qu'on pourrait dire un peu que les 5 premières années ou les 3 premières années de ton historique d'éditeur et donc des éditions, c'est un peu aussi l'apprentissage du métier, dans le fond, au-delà de la volonté d'éditer des livres, mais comment ça marche la distribution, comment ça marche l'accompagnement des auteurs, la ligne éditoriale, la mise en place d'une structure plus formelle aussi, etc. Ah, absolument, parce que, je veux dire, je suis pas allé à l'école pour apprendre ça. C'est pour ça que je dis, je me suis lancé naïvement parce que je savais pas toutes ces choses-là, puis tu apprends sur le tas, puis je me demande si l'avoir su avant de me lancer, je me serais lancé parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de trucs. C'est pas un monde facile. Vendre des livres, c'est pas facile. Donc, je pense que c'était une bonne chose que je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Tu sais, je focusais sur, bon, faire des livres, c'est le fun, avoir des beaux livres, avoir des livres intéressants. C'était ça qui m'attirait. Mais tout ce qui était autour, la distribution, le marché en général, c'était des choses que j'ai appris sur le tas. Mais je me suis rendu compte que l'écosystème du livre au Québec était vraiment un monde accueillant quand même. Il fait vraiment fascinant, puis qui permettait il y avait de la place, en fait, puis j'ai pas senti que je dérangeais ou que j'étais un imposteur. Au contraire, j'ai senti beaucoup d'accueil, puis j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont aidé, puis qui m'ont aidé dans mon apprentissage, puis qui n'est pas terminé d'ailleurs, là. Puis c'est ça qui est plate cette année, de l'absence d'événements. En événement, c'est là que tu apprends plein de choses. Là. Tu vas au salon du livre, dans des festivals. Là, tu parles à d'autres éditeurs, à d'autres auteurs, à d'autres distributeurs, à d'autres libraires. Puis là, c'est là que ça passe. Puis là, c'est là que l'échange d'idées, puis que juste des petites conversations par-ci, par-là. Puis c'est là que tu bâtis tes connaissances. Là. Puis cette année, c'est le côté triste de la chose. Non seulement tu vois plus le côté humain, tu vois plus les gens, mais il y a aussi le côté, l'information en concrète, un peu ouais.
Oui, parce que dans le fond, nécessairement, si le milieu est accueillant, si on arrive avec des idées, avec une volonté, mais c'est possible d'aller chercher ces informations-là. Et dans le fond, ça devient un peu essentiel au-delà de la vente. Pour par exemple, d'être présent au Salon du Livre de Montréal, le Québec, tu as fait des Comic-Con, tu as fait des salons à grandeur du Québec, ben, tu veux pas, les gens que tu croises dans ces événements-là sont toujours un peu les mêmes aussi. Donc, il y a des liens qui se tissent entre les éditeurs, entre les auteurs, etc. Exact. Puis c'est pas, comme tu dis, c'est oui, la vente de livres, là, mais je suis allé à des salons, des événements que la vente de livres ne couvrait pas les frais, mais ça valait quand même la peine d'y aller justement pour les rencontres que tu fais, puis les liens que tu tisses. Puis c'est pour ça que je dis que l'écosystème du livre au Québec est vraiment, vraiment, vraiment solide parce que justement, il y a une structure qui s'étend quand même assez efficacement, je trouve. Il faut dire, en fait, si on se reporte en 2010, quand tu t'es lancé, l'écosystème BD n'était pas le même non plus. Depuis, en 2020, ben là, il y a eu une explosion au niveau du livre jeunesse. Il y a des éditeurs qui sont lancés, qui sont un peu spécialisés dans une certaine BD jeunesse. Je pense à Presse Aventure, je pense à Michel Quintin. En 2010, en termes de BD pour adultes, disons, il y avait La Pastèque, il y avait Mécanique Générale, puis il y a eu Pawpaw, mais dans le fond, c'était un milieu qui était beaucoup moins... qui a pris en dynamisme, si on peut dire, au fil des 10 dernières années. Oui, puis c'est une bonne chose parce que c'est la base, hein, je veux dire, les autres, il y a de plus en plus d'auteurs, en fait, là, puis ça prenait des structures pour pouvoir les diffuser. Euh, le, le, je pense que c'est une combinaison de plein de choses. Il y a eu la mode du blog BD pendant le début des années 2000. Puis là, il y a beaucoup de formations d'auteurs qui s'est créée là, tout ça. Puis, puis je pense que ça l'a... il y a beaucoup de gens qui se sont commencé à s'intéresser à en faire. Puis d'avoir des structures était vraiment important. Puis là, il y en a de plus en plus. Là, il y a une nouvelle adresse, t'as Front Froid, puis, puis il y a encore de la place, selon moi, à avoir d'autres structures parce que les nouveaux auteurs cognent à la porte. La quantité de manuscrits que je reçois augmente d'année en année. Puis je peux pas je peux pas toutes les faire. Là. Puis des fois, je vais dire non à des projets qui méritent d'être publiés. Là. C'est même pas une question de pas aimer ce que tu refuses. C'est vraiment une question de capacité. Là. Je veux dire, faire des livres, c'est du travail. Donc, faire 20 livres par année, c'est impensable pour notre structure. Fait qu'il faut qu'il y ait d'autres structures parce que ces livres-là méritent d'être publiés et d'être lus. Et tu m'amènes un peu vers la question justement de ligne éditoriale, choix éditorial, dans le fond, dans ce que tu choisis de publier, dans ce que tu choisis d'aller de l'avant. De ce que j'ai toujours perçu, tu t'imposais pas nécessairement une quantité de livres où tu disais pas justement il faut en faire 10 par année, 20 par année. On y va un peu avec les goûts, avec la capacité, dans le fond, plus qu'avec une ligne très, très, très imposée, très, très cadrée, dans le fond. Non, c'est sûr que il y a eu les quotas ou les quantités, c'est sûr que ça prend. Tu peux pas ne pas sortir de livre pendant une année. Il faut quand même que tu sois présent, tu sois quand même actif. Il y a eu même à un moment donné que les subventions, certaines subventions étaient au quota. Tu sais, fallait que tu réussisses à publier tant de livres. Puis ils ont changé ça. Je pense que c'est le Conseil des arts qui fonctionnait comme ça. Puis je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient changé ça parce que tu veux pas de la quantité, tu veux de la qualité, dans le fond. Puis de demander aux éditeurs de faire, mettons, je sais pas moi, 12 livres par année parce que c'est 12 livres, puis que tu es rendu à 10 livres, puis là, tu en fais passer 2 juste parce que pour répondre au quota, c'est pas une bonne manière de faire de l'édition, selon moi. Donc, effectivement, le choix est beaucoup plus qualitatif que quantitatif, mais en même temps, je considère que dans les 10 dernières années, surtout dans les 5, 7, 8 premières années, quasiment tout le temps, je pense qu'on est très chanceux. Je suis pas en part de... La plupart des projets qui se présentent, c'est pas trop long qu'ils passent en impression parce que, justement, il n'y a pas de... La quantité n'est pas si grande que ça. Puis, là, depuis 2 ans, ça commence à
ça, c'est rassurant. Tu sais, tu dis, OK, on a des livres pour les 2, 3 prochaines années, mais il y a un bout de temps, c'était, je sais pas, ça va être quoi la prochaine saison. Puis là, tout d'un coup, Francis, hey, j'ai un projet, Alexandre a un projet, Sylviane a un projet. Fait que, il y a eu beaucoup de chance dans cette aventure-là, puis j'en suis conscient. Il y a une partie où il faut que tu suives tes auteurs aussi, que tu te laisses guider par tes auteurs avec qui tu as une relation de confiance. Puis de l'autre côté, tu essaies de cibler des auteurs que tu as envie d'intégrer à ta collection en cherchant la qualité, comme tu disais, donc de bien grappiller, de bien choisir qui tu vas mettre de l'avant aussi. C'est de plus en plus comme ça que c'est les auteurs qui drivent la ligne éditoriale. Puis, étant donné qu'il y a de plus en plus d'auteurs chez Papard, c'est pour ça que je pense que ça devient plus confortable dans ce qui s'en vient, parce que je sais qu'il y a un bassin d'auteurs qui sont là, qui ont toujours des projets en tête. Fait qu'éventuellement, ils arrivent avec un nouveau livre. Puis il y en a que ça prend plus de temps, là, que c'est un peu plus rapide, mais je me laisse beaucoup guider par ce que les auteurs ont envie de faire aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de ligne éditoriale vraiment définie dans les genres ou dans les styles. C'est plus, il y a des auteurs qui ont envie de faire des livres. On va s'assurer de pouvoir mener à bien leurs projets qu'ils ont envie de faire. Puis à l'inverse, quand tu vas chercher des auteurs pour les ajouter, est-ce que, dans le fond, qu'est-ce qui te guide, mettons, vers des Tom, vers des Antonin Buisson, vers des Blanc, vers des François Vigneault, ou un peu avant aussi? Dans le fond, tu as quand même introduit, bon, je pense à Sophie Bédard et d'autres. Dans le fond, il y en a que tu as introduits qui sont aujourd'hui établis, il y en a que tu as introduits aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui guide un peu quand on n'est pas face, parce que, bon, une Viviane, Francis Dernay, c'est des noms qui étaient déjà un peu établis quand ils sont arrivés chez Papard, qui ont peut-être crédibilisé un peu les premières années de Papard en se faisant éditer chez toi. Puis cette crédibilité-là, désormais, tu l'étends à d'autres auteurs que tu vas chercher, puis tu crées, dans le fond, ce cercle vertueux-là. Donc, qu'est-ce qui te guide un peu, toi, comme éditeur? Eh là là, ça, c'est une question pas facile parce que c'est assez organique quand même comment ça se passe. Souvent, c'est des auteurs, par exemple Antonin ou Tom, que tu croises dans les événements, que tu connais depuis quelques années, puis tu parles de projet, puis oui, je travaille sur quelque chose, ben, tu me le présenteras, puis là, ça peut prendre quelques années. Pareil, Tom, pas Tom, mais Antonin, c'était ça, c'était j'ai ce projet-là, j'ai décidé de faire d'autres choses. Puis à un moment donné, il arrive avec j'ai ça, je travaille là-dessus, puis évidemment, tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut travailler à temps plein sur ces trucs, fait que ça a été quand même assez long. Fait qu'à un moment donné, bon, ben, j'achève, voici, ça se passe. Mais c'est beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de monde. En fait, Blanc, c'est peut-être probablement le seul que j'avais aucune idée c'était qui. Quand j'ai décidé de travailler avec lui, il m'avait envoyé un projet, puis j'avais dit, ah non, c'est un projet muet, ironiquement. Puis j'avais dit, les projets muets, c'est un peu plus difficile, mais c'était au début de Papa, puis là, je voulais pas trop embarquer dans des projets plus, je vais dangereux, mais plus risqués, mettons. Pas parce que c'est pas bon, c'est juste parce que le marché le prouve qu'un livre muet est plus difficile à vendre, comme un livre de collectif ou un livre à histoire courte. Là. Étrangement, tous ces trucs-là, on dirait qu'ils vendent un peu moins. Pas que la vente est la finalité en tout, mais quand même, il faut que tu en vendes si tu vas en faire d'autres. Là. Fait que j'avais dit à Blanc, j'ai dit, bon, les projets muets, ça ne m'intéresse pas trop. Puis il m'avait représenté un autre projet, il disait, j'ai ça aussi. Puis là, j'ai fait, ah, wow, OK. Fait que lui, ça a été un des seuls que j'avais aucune idée c'était qui. Tom, plus tard, lui, c'était, il étudiait à l'UQO, puis on m'en parlait beaucoup. J'avais vu dans des événements, parce que quand on va au festival de BD, le rendez-vous de la bande dessinée de Gatineau, c'est pour ça que les événements, c'est ça que ça sert aussi. Tu sais, tu t'en vas dans des festivals, il y a plein d'auteurs, il y a beaucoup de talent, puis on dirait que naturellement, organiquement, il y a des livres ou des projets qui se ramassent dans tes mains, puis des personnes que tu rencontres, puis que tu sens un fit. Parce que c'est pas juste non plus le livre, c'est la personne avec qui tu veux travailler aussi. Là, parce que faire des livres, c'est du travail, c'est pas si lucratif que ça. Donc, aussi bien le faire avec du monde avec qui tu vas bien t'entendre, puis ça va être plaisant, puis d'avoir du fun au travers de ça. Sinon, ça vaut pas la peine. Là.
Ouais, dans le fond, il y a la qualité créative, dans le fond, la qualité du livre comme tel, puis il y a le volet humain, le côté humain qui est indissociable un peu de ça. Donc, d'avoir Absolument. envie de pousser un auteur, de travailler avec lui, d'avoir envie d'avoir un livre que tu as l'impression, j'imagine aussi, qu'il va rejoindre un public. Parce Oui. qu'on peut pas juste se cantonner à Luc Bossé aime ça, mais il faut voir, c'est OK, Luc Bossé aime ça, mais ça pourrait plaire à tel groupe, puis de s'en aller aussi dans différents styles. Oui. On le disait d'entrée de jeu, donc d'avoir un peu de tout pour tout le monde, mais sans ratisser non plus trop large. Et c'est... Ben, l'idée, c'est de. Parce que là, avec 10 ans, ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a des lecteurs qui aiment les livres de papa. Il y a des lecteurs qui vont aimer certains auteurs. Puis là, t'espères, bon, t'aimes du Julie Delport, t'aimes du Myriam Mal, mais on fait d'autres choses qui sont quand même différentes. Est-ce que ça tente de l'essayer? Puis tu présentes des trucs un peu plus champ gauche des fois à tes lecteurs. Euh, mais c'est sûr que c'est pas tous les livres qui plaisent à tout le monde. Il y a juste moi qui est le fan numéro un de tous les livres qui sont chez Pavard. Mais je dis juste moi, c'est pas vrai. Il y en a. C'est ça qui est comme fascinant ou touchant ou qui me rend émotif. Il y a du monde, des fois, ils envoient des photos, là, puis c'est leur bibliothèque, puis ils ont toutes. C'est ça me fait quelque chose quand même. Là, je veux dire, tout là, c'est 50, plus que 50 livres, quasiment 60 livres. Là, c'est pas rien. Là, je veux dire. Fait que ça, c'est super motivant, en fait. Là. Oui, puis en fait, d'une certaine façon, au-delà de la ligne éditoriale du contenu, il y a la ligne graphique aussi de la vision d'ensemble. Dans le fond, il y a une esthétique, il y a un format qui est le format Pow. Les couvertures, il y a quand même des éléments qui se ressemblent au départ, qui étaient quand même très similaires, que tu as commencé à éclater un peu avec l'ajout de couleurs, d'autres éléments. On s'éloigne du brun au fil des années, mais il y a quand même une esthétique puis un cadre où on pourrait presque parler d'une collection un peu... par le choix visuel de présenter l'objet livre, dans le fond. C'était voulu, ça, depuis le début, parce que je me suis dit, bon, on n'est pas connu. Moi, je voulais avoir un impact de gang dans une librairie parce que l'espace tablette est quand même difficile à prendre. Puis quand tu as juste 2 livres au début, 3, 4, ça prend pas beaucoup de place dans une librairie. Fait que mon objectif, c'était, je veux un jour que les libraires aient le goût de toutes les mettre ensemble ou faire une vitrine avec, puis que les gens les reconnaissent entre. Puis j'ai atteint cet objectif-là. Je pense que c'était dans la vitrine au port de tête. Il y avait une vitrine où tous les livres étaient ensemble. Puis là, tu avais des tablettes chez Monet, puis là, ils étaient déplacés ensemble aussi. Puis là, c'était exactement ça l'objectif, c'est que tu les places tout ensemble, tu as un impact, tu as une cohérence, puis que les gens te retrouvent facilement. Si tu fais plein de formats différents, ben là, tu as plus de chances de t'éparpiller. Pas que c'est mauvais, là, je veux dire, moi, c'était juste un objectif de je suis pas connu, aussi bien d'essayer de se donner des chances. Puis aussi, c'était aussi pour toucher aux collectionneurs maladifs, là, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, ça aurait été le fun de mettre tes numéros, tes numérotes, là, pour justement agacer la collectionnette aiguë de certaines personnes. Mais ça aurait peut-être été méchant, mais il était trop tard de toute façon quand j'y ai pensé, mais bon. Et d'une certaine façon, dans le fond, on arrive quand même au départ, tu dis que tu t'étais lancé naïvement, mais tu avais quand même considéré justement l'esprit d'ensemble, l'idée d'une collection, et visiblement, tu t'étais lancé avec l'idée aussi d'une expansion. Donc, quand on est parti en novembre 2010, on n'est pas parti avec l'idée d'une courte aventure, mais d'une aventure un peu sur la durée. Donc, est-ce que tu as l'impression, avec 10 ans maintenant, que tu as dépassé largement les objectifs que tu t'étais donnés quand tu t'es lancé au départ, ou que tu étais un peu surpris par le fait que tu es encore là, finalement, que tu as poursuivi, ou au contraire, ça répond à ce que tu t'attendais? Je pense que je suis un gars qui vit beaucoup dans le présent. En fait, j'ai la misère à me projeter. Je suis pas sûr que en novembre 2010, j'avais des objectifs sur le long terme. C'était plus, OK, là, 2 livres, il faut vendre ces 2 livres-là. Puis c'est quoi le prochain? C'est plus comme ça, c'est dans le quotidien. C'est quoi le prochain? C'est quoi le prochain? Puis, mais c'est sûr que tu es demandé, bon, tu te dis, tu as des objectifs les objectifs plus long terme s'installent après quelques mois. Puis là, tu te dis, OK, un jour, ça serait le fun d'être en Europe. Parce que tu tu te dis, ce serait logique d'avoir une diffusion européenne parce que je vais pouvoir augmenter le tirage, donc je réduis le coût du livre. Puis en même temps, les auteurs, c'est clair qu'ils veulent être diffusés en Europe. Fait que ça, c'était un objectif. Mais je pense pas que c'était un objectif
le soir du lancement des premiers livres. Puis je me demande si j'ai déjà eu une conversation à cette époque-là de tu te vois où dans 10 ans? Je me demande, je serais bien curieux de savoir qu'est-ce que le Luc de v'là 10 ans aurait répondu à ça parce que tu sais, c'est ce qui est drôle aujourd'hui, c'est de dire, OK, 10 ans, c'est beaucoup de temps, mais ça a passé tellement vite. Puis là, j'ai de la misère à entrevoir c'est quoi les prochaines 10 autres années. Dans ma tête, c'est bon, ben, c'est quoi le prochain livre? C'est quoi le prochain livre? Puis dans 20 ans, ben non, ça se peut pas, 20 ans, mais on va s'en reparler dans 10 ans, Raymond, puis ça va être la même conversation. Je ne sais pas, c'est plus, je me laisse emporter. J'ai mis mon doigt dans l'engrenage en 2010, puis c'était pas, j'avais pas une vision de faire une maison d'édition qui allait prendre de l'importance. C'était, OK, j'essaie quelque chose, puis de fil en aiguille, puis là, tu te fais prendre. C'est étrange, l'édition, parce que tu peux pas abandonner. Tu sais, je veux dire, du moment que tu fais un livre, tu te dis, OK, ben là, je m'engage sur vraiment le long terme parce que tu as un contrat avec ton auteur. Tu es là pour représenter son œuvre. Tu peux pas te dire, OK, ça me tente plus de faire ça, je tire la plug, puis je mets tous les livres au vidange. Là, tu sais, t'es comme un peu... c'est gros, là, mais tu t'écris une espèce de prison, mais c'est pas ça. Là, je me sens pas dans une prison du tout, mais je veux dire, je me sens responsable de ça quand même. Là, tu peux pas dire j'arrête. Là, je veux dire, Comme une famille, dans le fond, tu t'es engagé, puis ces livres-là, c'est tes bébés aussi, puis tu veux les accompagner sur le long terme, parce qu'il faut, on dirait, c'est toi qui les as mis au monde avec l'auteur. Oui, puis tu sais, des livres qui ont été imprimés il y a 9 ans, puis il en reste encore, tu sais, je veux qu'ils se vendent, ces livres-là, c'est important pour moi, tu sais, il n'y a pas d'abandon. En tout cas, c'est vraiment, mais tu ne le réalises pas tout de suite, ça, par exemple, l'espèce de OK, là, j'ai plus le choix, là, les premiers mois, OK, c'est drôle, là, il y avait Viviane, puis le roi de la Cruz, puis là, après, c'était Francis, puis Pierre, puis il y avait Michel Henneman, puis là, ça prend un an, tu as 4-5 livres, puis là, tu dis, OK, c'est ça que je vais faire. Hein, c'est pas, on dirait que la décision ou tu réalises après coup dans quoi que tu viens de t'embarquer, je pense. Oui. Puis là, si on regarde un peu la forêt que tu as plantée en 10 ans, Luc, tu disais tantôt, on a une cinquantaine, soixantaine de titres. Il y a une belle gang d'auteurs qui est rassemblée autour de Pawpaw. Tu as développé Pawpaw Press, donc des versions anglophones d'une partie de tes titres pour le marché américain, canadien, anglais. À l'inverse, tu as commencé à aller chercher des auteurs canadiens, anglais que tu allais éditer au Québec et en Europe en français. Tu as engagé une ressource qui fait du développement de marché pour l'Europe, pour le marché américain. Ça vient de sortir, dans le fond, un titre qui est en finaliste à Angoulême pour le prix Polar, ce qui est quand même majeur. Donc, il y a quoi, la petite Russie, on parle d'à peu près 10 000 livres qui ont été vendus, 10 000 exemplaires. C'est un best-seller au Québec, à l'échelle québécoise. Tu as un deal avec l'association où tu fais l'édition des livres de l'association au Québec, d'une partie de la collection, entre autres, ça t'a amené des titres de Lewis Trondheim, ça t'a amené des titres de Guy Delisle. Et là, il y a Guy Delisle, en plus, qui va éditer son prochain livre chez Pawpaw, Les Chroniques de jeunesse. Je veux dire, en fait, quand on regarde, qu'on commence à faire la liste des choses, en disant de ces deux titres-là à tous ces éléments-là que tu as développés, j'ai l'impression que tu es devenu un peu un incontournable au Québec avec toutes ces actions-là que tu as menées tour à tour, progressivement. Ah, peut-être. C'est drôle, mais on dirait que ça prend des entrevues comme ça pour s'arrêter puis le réaliser, parce que tu devrais voir mes journées. Je veux dire, on dirait que j'arrive jamais. Là, j'ai des lettres qui débarquent de Revenu Québec. Il faut que j'ai pas encore ouvert. Puis là, j'ai de la poutine plate à faire. Puis là, des fois, il faut que je prenne le temps de m'arrêter et de regarder ce qui se passe. Puis, encore une fois, je reviens à ça, les événements cette année manquent beaucoup, justement, pour ça, parce que, par exemple, comme le Salon du livre de Montréal qui vient juste de passer, pour moi, c'était le moment, OK, dans l'année, OK, tu regardes l'année qui vient de passer, tu as mis tous tes livres sur les tablettes, puis là, tu dis, c'est là que tu as de la fierté, puis que les auteurs sont là pour partager cette fierté-là avec toi, puis tout le monde est content, puis on est tous craqués.
Mais là, il manque ça. Puis c'est ça qui est tough cette année. Puis c'est plate qu'on ne fera pas un party pour ce 10e anniversaire-là, parce que, je veux dire, tu fais ça parce que tu es avec d'autres gens, tu n'es pas tout seul chez vous. Là, fait que, ouais. Et si on décortique un peu les éléments que j'ai mentionnés rapidement, entre autres par PowerPress, donc le développement vers l'Amérique anglophone, c'est un peu un incontournable pour toi d'aller chercher ce public-là, de développer une structure pour aller chercher ce marché-là? Ça, c'est une drôle d'aventure, le marché anglophone. Je t'avouerais que, encore là, le naïf et c'était, je pense, je l'ai déjà raconté, là, mais ça a été une conversation. J'étais au Festival de BD de Québec, puis je parlais avec Tristan Rouleau, puis on parlait de Ville les Misérables, puis lui, il avait adoré ce livre-là, puis là, c'était au moment que Papa était sur le point de s'en aller en Europe. Puis on avait la discussion de est-ce que Ville les Misérables devrait être traduit pour le marché français, c'est-à-dire le remettre au langage français de France. T'sais. Puis j'étais pas d'accord. Je disais non, je veux dire, les livres, quand ils s'en viennent chez nous, ils ne sont pas traduits. Ben, traduits, je mets des guillemets autour de ça. Là, ils ne sont pas adaptés. C'est pas vrai qu'on va faire le contraire pour l'autre bord. J'ai dit, si un jour je traduis des livres, ben, je vais les traduire en anglais. Puis je pense ce soir-là, ou le lendemain matin, je parlais avec Ziane, on fait-tu des livres en anglais? Puis ça a parti de même. Là, c'est sans réfléchir. Puis le Kickstarter est mis en ligne. Puis il y avait plein de monde qui m'avertissait, fais pas ça, c'est pas une bonne idée. Puis il avait raison. Je les ai pas écoutés. Il y avait Fred Lapastée qui m'avait dit, il m'avait écrit, il dit, c'est pas une bonne idée, puis il a raison, il avait raison, je veux dire, c'est comme si je faisais une deuxième maison d'édition, puis je doublais ma quantité de travail du jour au lendemain, ça n'avait pas de sens, là. Fait que c'est un travail qui est difficile, puis là, avec la pandémie, ça rajoute une couche de difficulté sur la promotion puis la diffusion, puis le Canada, c'est grand en tabarouette, là, si tu veux commencer à faire le tour des événements, ça prend du bidou, là. Fait que là, je suis en réflexion de comment respiner ça. J'ai des idées. Là. C'est juste que, comme cette année, c'est particulier. Là. On va attendre un peu plus tard avant de relancer ça. Là. Mais TCAF est une plaque incontournable dans ce projet-là. Puis s'il n'y a pas de TCAF, ben, je suis un peu mal pris. Là. Fait que c'est ça. Là, c'est tout ça pour répondre à ta question. Des fois, il y a des actions un peu réfléchies. C'est vraiment goût de faire quelque chose sans trop réfléchir. C'est un peu ça par part depuis 10 ans. Là, c'est OK, oui, ça. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionnait. Fait que l'anglais, ça a été ça, mais j'abandonne pas l'idée parce que je trouve que Montréal est particulier dans. Quand tu vas au Festival Exposine, t'es vraiment quasiment moitié-moitié exposant anglais, exposant francophone, dans les visiteurs aussi. Fait que d'avoir une espèce d'ADN bilingue serait vraiment intéressant. Tu sais, François Vigneault, c'est un anglophone. Max Fitzgerald, c'est un anglophone. T'as tes gars Chris Burton puis Alexander Forbes. Je veux créer ce pont-là puis d'aller d'un deux côtés puis d'exploiter cette richesse-là parce que ça fait la particularité de par rapport à une maison d'édition française ou européenne. C'est que nous, on est une plaque, on est francophone, mais on est placé entre le village gaulois, là, c'est vraiment ça. Tu es entouré d'anglophones, puis on est influencé par l'Europe puis le marché américain, puis ça donne un produit. Je pense que les livres par part ou les livres même au Québec ont cette influence-là. Fait que ça donne une couleur particulière à nos livres. Oui, puis à l'inverse, en fait, on est dans un contexte où, je pense en termes de mise en disponibilité des livres québécois vers l'anglais, en dehors de Drun and Quarterly qui en fait un peu, il y a peut-être des trucs du côté de Conundrum, mais il n'y a pas une masse, on peut dire, de traduction, alors que la BD québécoise s'insère bien dans la dynamique canadienne. Et tu mentionnais certains auteurs, on pourrait en rajouter quelques autres aussi, mais il y a de l'excellente BD qui se fait aussi au Canada. C'est une belle scène, c'est un beau milieu créatif. Donc, il faut trouver des façons d'amener la BD québécoise dans la BD canadienne aussi. Oui. Oui, puis, mais, tu sais, tantôt, je parlais de l'écosystème du livre au Québec qui est vraiment riche puis solide. Ben, du côté canadien-anglais, c'est autre chose. Là. C'est pas les mêmes réalités. Il y a le marché est beaucoup plus en crise. Amazon fait beaucoup plus de dommages. C'est dominé par
une chaîne Indigo Chapters qui va pas bien. Le côté village gaulois nous sert beaucoup pour la Oui, distribution. puis la grosse différence, ça m'a pris 6, 7 ans, 8 ans, je pense, avant de réaliser ça, c'est euh, il y a une loi au Québec qui fait toute la différence, puis qui fait l'envie des éditeurs canadiens anglais, c'est tous les livres que les librairies publiques doivent acheter, les bibliothèques publiques doivent acheter, les écoles sont obligées d'acheter à des librairies indépendantes. Fait que ce revenu-là, il est important dans la survie de ces librairies-là. Puis ça permet d'ouvrir des nouvelles librairies. Il y a une richesse, il y a un réseau de librairies indépendantes qui n'existe pas dans le Canada anglais. Il y en a, mais on est plus en train d'entendre parler de librairies qui ferment parce que les bibliothèques publiques n'ont pas à passer par des librairies indépendantes. Ils achètent directement des gros fournisseurs. Il y en a 3-4 qui dominent le marché. Fait que tout ce revenu-là, tout cet argent-là passe pas dans le réseau des librairies. Donc, c'est des gros revenus, puis je veux dire, notre petit réseau nous permet de se protéger, puis ça a des effets bénéfiques, ça a eu des effets, c'était plus pour protéger notre culture, mais en même temps, ça a permis de protéger ou de développer un écosystème qui est vraiment solide. Puis le réseau des salons du livre, ça n'existe pas non plus, ça, dans le Canada anglais. Tu as un salon du livre à Sept-Îles, tu en as en Abitibi, puis il y en a même un à Sudbury qui est dans le réseau des salons, même francophones, mais tu n'as même pas de salon du livre à Toronto. Ils ont essayé d'en faire un il y a 3-4 ans. Une édition, ça a floppé, il n'y en a pas. C'est pas normal, là, tu sais, je veux dire. En tout cas, je veux dire, apprendre sur le tas, c'est ça, puis réaliser après coup dans quoi tu t'es embarqué, ben, c'est ça aussi, là, je veux dire. Fait que c'est un défi qui est quand même plus grand que je pensais, le marché anglophone. Puis à l'inverse, dans le fond, l'autre grosse négociation, en fait, ou gros deal du moins de ma perception, c'est celui avec l'association, où là, subitement, tu as des livres de Lewis Trondheim, tu as des livres de Guy Delisle qui s'ajoutent à ta collection au Québec et dont tu fais la distribution ici aussi. Donc, j'imagine, en fait, quand tu parlais de découverte croisée, par exemple, ben, d'amener quelqu'un vers la collection par un Guy Delisle, par un Trondheim, après ça, va peut-être les amener aussi à découvrir d'autres auteurs qui sont peut-être un peu moins omniprésents dans l'écosystème européen et au franco-belge de BD. C'est sûr que un auteur plus connu, l'objectif, c'est de faire rayonner les autres auteurs aussi. Cet auteur plus établi-là va t'amener un lectorat, une curiosité par rapport à ton catalogue, donc vont peut-être fouiller un peu plus loin que cet auteur-là. C'est clair. Mais ça, je veux dire, encore là, je reviens, c'est des coups de chance. Là, je veux dire, il y a du monde qui se présente sur ta route, puis t'es chanceux, puis tu sais, Loïs, encore, lui, c'était quelqu'un que j'avais. Tu sais, ça s'est pas fait. Voici Capharnaüm, veux-tu le faire sans que je le connaisse? Tu sais, ça faisait quelques années que je le voyais dans des festivals. Encore, j'en reviens aux événements. Tu sais, c'est là que tu rencontres des gens, tu jases, puis tu établis une espèce de lien de confiance sans que tu es en train de parler de travail. Tu es en train d'apprendre à te connaître, puis de voir les personnalités de chacun. Puis quand c'est le temps de faire ce genre de move-là, ben, il y a déjà une grosse partie du travail qui est faite parce que tu sais avec qui tu vas avoir affaire. J'imagine qu'il y a toujours une dynamique de crédibilité aussi. Même si on se reporte au départ de l'édition, je pense que Apnée avait eu le prix de la Ville de Québec au BDS Causa en 2011, quelques mois après le lancement du livre. Et donc, subitement, déjà dans les 2 premiers livres, OK, là, tu as un premier titre primé. Donc, dès le départ, il y a une crédibilité qui s'est installée, qui s'est maintenue après ça au fil des années aussi. Oui, absolument. D'avoir que Ziane embarque dans le projet en partant, ça, c'est. Tu sais, t'es déjà connu son blog, il rayonnait au maximum. Fait que ça mettait du street cred, de la crédibilité dans le projet direct en partant, c'est sûr. Puis qu'elle gagne le prix à Québec, c'était. Je veux dire, ça pouvait pas tomber mieux. Là, des chanceux, j'en reviens encore à ça. Là, c'est ça pareil. Là, je veux dire, c'est des petits détails de même qui s'ajoutent puis qui attirent l'attention. Puis en même temps,
les tapes dans le dos aussi. Je veux dire, c'est pas juste d'amener le regard sur ce que tu fais, mais toi, quand tu es chez vous, puis que tu es en nomination, tu reçois des prix, c'est tous ces trucs-là, ben, ça t'encourage. C'est de dire, OK, on fait des bonnes choses, on s'en va dans la bonne direction. Je suis pas en train de dire que les prix, c'est comme la finalité de tout, mais je veux dire, ça fait pas mal. Oui, ben, ça confirme des instincts. C'est comme par exemple, on mentionnait l'affaire des hommes disparus de Chris Burton et Alexander Froese, mais c'est Angoulême, tu as été les chercher, c'est des auteurs canadiens, tu les as amenés vers le francophone. Ça confirme un instinct que tu avais par rapport à un livre qui était, j'imagine, un coup de cœur pour toi que tu as eu envie d'amener vers le milieu franco-belge, vers le milieu francophone. Ça, c'est borderline un coup de tête. Là, je connaissais pas du tout, je ne sais pas c'était quoi. Il venait de lancer le livre, ça devait faire une semaine, puis il était à Exposine. Andy Brown de Conundrum était là, ça la table, tout ça. Puis le pire, c'est que je les avais croisés le matin, les deux gars, en veston, cravate. Puis j'ai dit, je regarde, c'est qui eux autres? T'es à Exposine, tout le monde était habillé tout croche. Puis les autres sont tous bien habillés, la grosse, l'affaire. Puis se sont-ils perdus, tu sais? Fait que j'avais beaucoup une idée, c'était eux autres. Là. J'arrive à la table, puis là, je vois ce livre-là, puis il m'attire, je l'achète. Puis le soir, c'était le samedi, le soir, je suis chez nous, puis il est 11h du soir, puis je commence à lire. C'est un livre de 300 pages quand même. Puis là, je me suis rendu à 200 pages, puis là, il fallait que je me couche parce que le lendemain, il y a une autre journée, tout ça, puis j'étais fatigué, puis j'avais pas fini de le lire. Première chose que j'ai fait, je m'envoie à Andy, j'ai dit, je veux les droits de ce livre-là. J'avais même pas fini de le lire, je savais même pas comment ça finissait, tu sais. Puis je tripais bien raide, là, tu sais. Fait que, oui, c'est l'instinct, je pense, c'est ça, là, tu sais, ou des coups de tête, ou en tout cas, on pense ça comme on veut, là, mais c'est ça. Des fois, c'est encore là, c'est les événements. S'il n'y avait pas eu d'Exposine, jamais que c'était livre-là, je sais pas encore, là. Cette pandémie. Et dans le fond, la question de conclusion, j'ai l'impression que je peux pas vraiment te la poser un peu en lumière de ce que tu me disais aussi. Dans le fond, comment on voit le par rapport évoluer au fil de 10 ans. J'ai l'impression que tu vas continuer de naviguer à l'instinct puis de créer ta propre chance. J'ai envie de dire, parce que c'est sincèrement en 10 ans de chances diverses que tu mentionnes, j'ai plus envie de te dire que tu l'as créé, ta chance. Parce que là, ça devient une suite de chances quand même assez intense. Je suis né sur une bonne étoile, peut-être, je sais pas. Les 10 prochaines années, pour moi, c'est de. Ça, je le dis, je pense, depuis le jour 1, là, c'est rendre les auteurs, faire des superstars avec eux. J'aimerais ça que ce soit des rockstars. La bande dessinée devienne tellement hot puis que leurs livres soient tellement reconnus qu'ils se fassent reconnaître puis qu'ils deviennent des superstars. Pour moi, c'est ça. Ça a toujours été ça. C'est je veux que les auteurs soient des superstars. Fait que je vais continuer de travailler dans cette optique-là, puis d'essayer de créer le climat et l'environnement idéal pour qu'ils deviennent des superstars. Et en terminant, je m'en voudrais de pas le mentionner, mais vous avez une promo 10 ans, 10 livres pour 10 ans à 10 $, donc jusqu'à explosion des stocks en début d'année prochaine. Donc, c'est dans le fond une dizaine de titres. Puis, je regardais un peu la sélection que vous en avez faite, puis c'est assez vaste. Ça représente assez bien tout ce qui est touché par dans le fond. C'était ça l'idée, essayer de choisir un livre par décennie. Là, c'était compliqué parce que des fois, il y en a qui n'étaient pas assez en stock, là, mais de choisir un livre par décennie environ, puis donner une bonne palette de ce que c'est par rapport. Puis des fois, il y a des livres par malchance ou par contexte qui ont eu moins de le spotlight parce que, bon, je veux dire, oui, il y a de la chance un peu des fois. Si tu tombes au mauvais moment, une mauvaise date, il y a des événements extérieurs qui influencent la sortie d'un livre, puis on dirait qu'il y a ils entendent moins parler, même si je trouve qu'il y a des livres excellents qui passent sous silence. Fait que c'est de remettre un spotlight sur ces livres-là, puis des fois, juste pour que les gens aient plus de raison pour dire OK, je vais prendre une chance, je vais l'essayer. Puis l'idée, c'est que je veux que les livres soient lus. Fait que, faut que je m'arrange pour qu'ils les aient dans les mains. Fait que c'était juste d'encourager et de célébrer avec les gens. Prenez n'importe lequel, vous allez l'aimer. C'est à 10$, c'est pas engageant. Fait que allez-y. Fait que je suis content de la réponse jusqu'à maintenant. Surtout des libraires, en fait. Là, je vois plein de photos passées qui mettent la table dans leur librairie puis qui voici les livres de papa. Puis on dirait que les libraires ont le goût de célébrer avec nous. Puis
Tantôt, on parlait beaucoup de chance, mais les libraires sont une des grandes raisons du succès de Papa. Là, veux pas, là, au début, c'est eux là, qui vendent tes livres, c'est eux autres qui sont en contact avec les lecteurs, fait qu'ils sont très grandement responsables du succès de Papa, c'est les libraires. Alors ben voilà, donc 10 ans des éditions Pawpaw. Un bon anniversaire, Luc, à toi, à tes auteurs, à ton équipe. Et ben, au plaisir de se rejaser en cours de route et peut-être pour un bilan 15 ans, pour un bilan 20 ans et qui sait, éventuellement un bilan 50 ans, si on est encore... Ben, en tout cas, 15 ans, ça serait le fun de le faire en personne, là, déjà là. Oui, déjà. Excellent. Ben, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Bye.